toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Aujourd'hui, comme on vous avait dit, on va s'intéresser aux deux clubs romans qui sont encore en lice. Après avoir parlé de Fribourg-Gotteron, ce coup-ci on parle de Lausanne qui mène 2-1 dans sa série face à Langnau en quart de finale, mais c'est pas aussi rose que ça. On va quand même essayer de mettre en lumière les choses positives, mais il y a quand même aussi des aspects qui nous ont semblé un petit peu plus négatifs du côté lausannois. Et puis après, on parle de Ajoie qui, de manière assez surprenante, mène 2-0 dans le play-out face à Lugano où c'est la crise et le silencio stampa. Mais Ajoie, comme on le verra, n'a pas démérité, est tout à fait logiquement en tête de ce play-out. Puis on parlera aussi finalement de quelques joueurs qui sont entre la AHL et NANHL, savoir s'ils peuvent revenir en Suisse. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, on se parle tous les jours, là, attention. Ouais, c'est clair, moi. Que les fans ne s'inquiètent pas trop. Mercredi soir, il n'y aura pas de podcast. Pour ceux qui n'étaient pas présents sur celui qui concerne Fribourg-Gotteron lundi, et on imagine que certains Lausannois n'écoutent pas forcément tout et on ne leur en veut pas, on voulait déjà commencer par remercier toutes les personnes qui étaient présentes la semaine passée pour l'événement à la brasserie Dr Gaps. On avait énormément de plaisir à vous accueillir, à discuter avec vous, à voir tous ces fans de hockey qui étaient ensemble. C'était vraiment un chouette moment. Et donc, merci à toutes les personnes qui étaient là. Et on se réjouit d'organiser quelque chose à l'avenir du même genre. On verra sous quelle forme. Mais en tout cas, un tout joli moment grâce à vous. Et on espère que vous avez autant profité que nous. Absolument. On va donc, comme tu disais, on va parler de Lausanne. On parlera d'Ajoie par la suite. Mais Lausanne qui s'est imposé 4-2, qui mène 2-1 contre Langnau. Alors, dit comme ça, c'est plutôt positif et il faut évidemment garder en tête que Lausanne mène 2-1. Après, si on va au-delà des chiffres, on regarde les matchs et on se dit il manque peut-être un petit quelque chose. Et je parle pas là d'une domination outrageuse de Lausanne qui devrait gagner tous ses matchs 5-0 parce qu'ils étaient premiers de la saison régulière et qui jouent contre le 8e. Mais il y a quand même un côté dans les matchs, des fois on a l'impression que Lausanne peine un peu. Que Lausanne cravache, il n'y a pas de problème, mais qu'il passe pas loin de la correctionnelle, j'ai l'impression. Ouais, mais si tu regardes le match, le dernier qui nous intéresse, c'est ce 4-2 contre Langnau de lundi soir. Si tu regardes les statistiques avancées, c'est plus de 3,2 expected goals pour Langnau et 2,1 pour le Lausanne HC. Il n'y a pas d'histoire d'équipe qui courait après le score, etc. pour expliquer cette disparité. La disparité, elle s'est faite principalement durant le deuxième tiers-temps. Beaucoup de pénalités. C'est plus de 2 expected goals sur ce deuxième tiers. 1,17 à 5 contre 5. Donc même à 5 contre 5, malgré les pénalités, il y a quand même eu une disparité sur le deuxième tiers-temps. Alors oui, globalement, c'est en gros un vieux 50-50 à 5 contre 5, mais les pénalités ont fait que Langnau a pu rester dans le match et a pu longtemps rester dans le match. Donc c'est sûr que Lausanne mène 2-1. Ce premier tour, c'est quand même toujours un piège. On l'a quand même dit avant, même si pour moi Langnau était le meilleur adversaire des trois entre Rapperswil, Ambry et Langnau, ça reste un adversaire coriace. C'est une équipe qui est pénible à jouer. On l'a vu, on le voit déjà. Et Lausanne, même si je reste convaincu actuellement que Lausanne va s'en sortir de cette série, c'est une équipe qui est pénible. Et ceux qui pensaient qu'être tombés sur les Langnau Tigers, c'était un laisser-passer pour les demi-finales, je pense qu'ils en sont revenus. Moi, je ne m'attendais pas à voir Lausanne autant peiné, je pense qu'on peut quand même le dire, parce que le match qui part en prolongation samedi à Langnau, c'est un miracle d'en arriver là, vu le match global de Lausanne, et sans même parler des rouleaux qu'a ramassé Boltzhauser. Lausanne ne mérite pas de gagner à Langnau. Alors après, tu me diras, oui, mais durant toute la saison, tu as dit Lausanne, c'est une équipe qui n'est pas forcément la meilleure sur la glace dans les statistiques avancées, mais elle trouve toujours un moyen, c'est vrai. Et je parle à ta place. En fait, le prochain épisode, je le fais tout seul. Non, mais voilà, donc il y a des soirs où ça suffit pas de trouver un moyen le moment venu, et ça s'est passé samedi. Après voilà,
les matchs à domicile, Will Longnau a embêté Lausanne. Et même ce match 3, dans les fêtes, ça aurait presque pu basculer de l'autre côté quand même. Maintenant, moi, je vois Lausanne ayant quand même une vitesse supplémentaire à pouvoir potentiellement engager, on va dire. T'as raison, et il faut aussi se dire que si Fuchs transforme son penalty à 4-1, c'est fini bien avant. Mais voilà, c'est un peu... Le penalty de Sørensen, il entre, c'est 3-0, c'est fini. Là, il y a 3-1, il peut y avoir 4-1, ben non. Et puis après, il y a 3-2, et ça devient tendu parce que ce Longnau-là, finalement, qui à la base pourrait plutôt être un jeu, j'ose pas dire destructeur, mais plutôt défensif, assez structuré, puis qui se bat avec ses armes, en essayant de jouer aussi pas mal avec ses étrangers, eh ben, finalement, on a l'impression qu'ils jouent quand même et qu'il y a plusieurs lignes et qu'ils essayent de créer quelque chose et que Lausanne est emprunté pour jouer son jeu. On a quand même, je pense, tous été surpris de l'alignement, et c'est ce qui se passait depuis la fin de saison, on va dire, depuis que Kaoun et Perlini ont été ajoutés au mix lausannois, et qu'il y a eu ces changements. Lausanne restait sur pas mal de victoires. Il y avait une super série, on avait l'impression qu'ils étaient assez sereins. Et la question, c'était un peu de se dire, OK, on veut tester Kaoun Perlini, aucun souci. Il y a peut-être 2-3 blessés, on peut, comment dire, des gens qui seraient un peu blessés, on peut les laisser se reposer, mais on n'a quand même pas tellement compris ce choix-là, alors que ça allait bien, et l'équipe qui gagne, on la change pas normalement, et il y avait une certaine stabilité finalement de la part de Jeff Ward, et rien que moi, comment dire, ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est plutôt de voir un Jäger en 4e ligne et de mettre Rochette au centre de Boson et Raffel. Était là, on est sûr que c'est ce qu'il faut faire, alors qu'on vantait les qualités l'année passée, notamment en play-off, de cette ligne avec Jäger au centre et Boson et Raffel à ses ailes. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais on pourra parler du cas Raffel aussi par la suite. Ouais, Raphaël, on y vient tout à l'heure, effectivement. D'ailleurs, si tu regardes la différence, la composition entre la première et la troisième rencontre, Jäger, à la troisième rencontre, est revenu au centre de la deuxième ligne avec Boson et Raphaël. Rochette est reparti sur une aile. Et, alors, je t'avoue que depuis le line-up du premier match, j'ai un peu parlé à gauche, à droite, pas du côté de Lausanne, parce que de toute façon, là, on est en play-off et ça devient chiant de parler aux gens, on va pas se mentir, et je parle pas du tout de Lausanne, d'un club ou d'un autre. Partout, c'est pénible. L'autre jour, à Fribourg, il est de la Rose. Ah, de toute façon, je sais pas, mais si je ne savais plus, je te dirais pas. Ok, merci. Tu peux peut-être juste me dire qu'il est là, il n'est pas à l'hôpital. Non, les playoffs, on peut rien dire. Après, on va à Ajoie. Là, c'est le directeur sportif qui sort. On en reparle un peu plus tard. Mais Lugano, Silencio Stampa, merci les gars. Donc, appeler Lausanne pour dire, expliquez-moi voir un peu tout le raisonnement derrière ce changement de ligne. Pas naïf. Mais à un moment, on peut se dire, bon, ok, pourquoi il fait ça? Moi, Jeff Ward, et finalement, Jeff Ward et John Foust, on va les mettre dans le même bateau ou dans le même panier, nous ont permis de croire, de leur accorder le bénéfice du doute, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et quand il fait ça, on dit, bon, ok, il part à 1-5, il l'a quasi pas fait de la saison, à part en toute fin de saison pour comme tu disais, peut-être reposer certains cadres. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? À aucun moment on peut se dire ah mais Ward il est devenu fou quoi. Enfin je veux dire il y a un raisonnement logique là derrière. Et puis la question c'est essayer de le comprendre et d'établir ouais ce qui a mené à cette décision là. Et moi à un moment je me suis quand même demandé s'il a il a aussi les mêmes statistiques. Et Lausanne c'est un club qui bosse beaucoup avec les statistiques avancées. Et est-ce qu'ils se sont simplement rendus compte qu'en l'état, oui, peut-être que pour battre Langnau, leur 2-4 suffirait. Et puis ce qu'ils ont fait en saison régulière, à savoir, je ne parle pas des points, hein, je parle des statistiques avancées, d'être une équipe moyenne de saison régulière, à savoir 50,43 expected goal for sur la saison, ça vaut la 7e place. Avec ça, tu ne vas pas au bout. Qu'il faut peut-être plus créer offensivement. Berne est à 2,71 et je dis pas que Berne va aller au bout et Lausanne pas, hein, parce qu'en ce moment on n'en prend pas forcément le chemin, mais 2,71 Berne, Zouk 2,70 et t'as Zurich à 2,72 et tu dis ok Lausanne est à 2,53, donc il faut peut-être un peu plus créer
Alors bon, pour créer un peu plus, est-ce qu'il faut mettre un peu plus de poids en attaque, j'entends. Et donc, si tu réfléchis juste à ta colonne vertébrale de centre, Suomela, Rochette, Kaoun, Yeager, bah, sur le papier, tu dis waouh, même d'avoir Ken Yeager en centre de quatrième ligne, ça peut même devenir un atout suivant comment. Oui. Le problème, c'est qu'après, il faut que dans le jeu, ça suive. Ça n'a pas vraiment suivi, mais en même temps, est-ce qu'on leur a laissé le temps? Non. Mais pourquoi aussi cette expérimentation elle a lieu au premier match de play-off? Moi, c'est ça qui me surprend le plus. Par contre, de se passer d'un des défenseurs étrangers, quand ta défense peut contenir des joueurs comme Bayreuther, Edner, Frick, Glauser, euh, ces quatre-là, déjà, tu es quand même assez solide. Marty, bah, il s'est blessé sur le premier match assez rapidement, donc ça a aussi un petit peu rebrasser les cartes, on va dire ça comme ça. Mais moi, sur le fond, j'arrive potentiellement à comprendre ce qu'il a voulu faire. C'est le timing au moment auquel il le fait. Oui. Parce que s'il fait ça mi-janvier dans un match à Ambry, puis tu dis, ah, bah, il est parti à 1-5, il n'avait pas fait de la saison, puis qu'il tente 3 matchs comme ça, puis il alterne Bayreuther, Skanitska, tu dis, bah ouais, c'est le moment, c'est janvier, février, c'est à ça que servent ces matchs quand tu t'es octroyé le luxe de pouvoir tester des choses. Mm-hmm. Là, début de playoff, ben voilà, je pense qu'il s'est un petit peu brûlé les doigts quand même, Jeff Ward. Mais par contre, et c'est là où il faut quand même lui porter du crédit, c'est qu'il ne s'est pas entêté non plus dans cette direction-là. Et quand on voit le line-up du match numéro 3 à la maison, ben, tu te retrouves avec Sklinska et Bayreuther qui sont sur la même ligne. Tu te retrouves avec Boson, Jäger, Raffel, la ligne dont tu as parlé tout à l'heure qui est recomposée. Théo Rochette repart sur une aile avec Kaoun et Fuchs. On peut en reparler plus tard de cette ligne aussi. Puis tu te retrouves avec un alignement, on va dire, un peu plus traditionnel. Est-ce que c'est devenu un grand Lausanne HC? Non. Par contre, Lausanne HC a gagné. Et finalement, c'est ce qu'on a besoin actuellement. Alors, c'est évidemment la finalité c'est toujours les vainqueurs qui ont raison. Donc, mais on doit aussi, nous, enfin, c'est pas qu'on doit, mais on aime bien regarder au-delà de ça. Et tu te dis, gagner une série en jouant comme ça, simplement grâce à tes individualités qui te sortent les épines du pied, je sais pas si on a déjà pu voir ça. Enfin, j'ai vraiment quand même plutôt l'impression qu'en play-off, en hockey sur glace, dans quelques championnats que ce soit, que ce soit en NHL ou en Suisse, tu peux pas te contenter de ça. Enfin, on voit sur 3 tours, tu sens quand même l'équipe qui domine. Tu dis, j'ai compris pourquoi cette équipe-là, elle avait fait corps devant. Alors, soit elle a un gardien qui va bien, mais tu peux pas gagner que avec un gardien. Il faut que les autres soient là. Donc, de déceler ce qui pourrait aller dans le bon sens, c'est pour ça qu'on se disait avec Fribourg, le gardien fonctionne bien, la défense est très solide, les lignes, on a l'impression que tout d'un coup, ça devient cohérent. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais et que Berne a des soucis, Berne fait des changements, et bien Lausanne faisait ces changements. Que Berne fasse un changement parce qu'ils ont perdu, ça peut se comprendre. Que Lausanne fasse ces changements alors que tout allait bien, c'était plus difficile à l'imaginer. Moi, c'était plutôt là-dessus que j'étais surpris, en fait. Non, alors je comprends totalement et je pense que la surprise, elle est légitime et elle est partagée par beaucoup de monde. Des fois, moi j'essaie juste de rationaliser, de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer là derrière et de se dire, peut-être que Jeff Ward a juste un coup d'avance sur nous, oui. Ce qui serait son rôle dans l'absolu, parce que si nous on a un coup d'avance sur les coachs en place, au bout d'un moment, c'est les coachs le problème, on va dire. En l'occurrence, je me dis, c'était peut-être ça qui s'est passé dans sa tête et aussi, il a essayé, ils se sont ramassés à Langnau. Là, ce match numéro 3, oui, il est gagné. Est-ce qu'il est rassurant? Je ne suis pas persuadé, mais il est gagné. Donc maintenant, Lausanne mène 2-1 dans la série. Tu as moyen d'aller mettre sous pression Langnau mercredi déjà. Mm-hmm. Vendredi, peut-être plier à la maison. Puis cette série a un lointain souvenir. Ça peut aller très, très vite. Après, tu me diras, oui, mais ça, c'est le scénario idéal. Dans l'inverse, tu peux te retrouver vendredi soir à 2-2 à la maison et avoir bien peur. Effectivement. Mais voilà, Lausanne a montré des limites malgré les excellents résultats. On l'a dit quelques fois. Après, c'était offensivement de temps en temps un peu poussif, mais défensivement aussi. Le power play a été extraordinaire toute la saison. Et Kevin Pache a été extraordinaire toute la saison. Et je pense qu'on peut s'attarder 2 minutes sur Kevin Pache aussi, qui ne vit pas forcément un début de play-off extraordinaire, on va dire. Mm-hmm. Il y a un ou deux buts où tu grimaces un peu une fois que tu vois le ralenti. Tu dis,
Et ça, et je pense par exemple au but en prolongation de Zanetti, Oui. où je me dis, ça, je pense qu'on aurait presque pu compter sur un arrêt de sa part. Pas évident le début des playoffs de Kevin Pache. Non, mais il y a quand même 2 victoires, une défaite. Donc finalement, là aussi, si on regarde, on doit regarder le verre, c'est même pas à moitié plein, c'est aux 2 tiers plein. Donc finalement, Pache, pour ses premiers playoffs en tant que gardien titulaire, il doit apprendre. Et tout le monde vit avec, finalement. On sait que il y a plus Connor Hughes, qui effectivement avait, avec son, je crois, 1m95, qui prenait beaucoup de place. Et puis, il avait l'air d'être dans la zone quand il y avait les playoffs l'année passée. Et Pache, des fois, mais il a fait des arrêts hier quand il y a un 5 contre 3 en faveur de Langnau. Il sort vraiment des arrêts incroyables. Et Absolument. il est vraiment extrêmement rapide. Il y a eu le but de... C'est lequel? C'est le but de Sarri-Järvi qui passe un petit peu au milieu aussi. On peut peut-être se poser la question là aussi, mais en face, Boltzhauser, les soft goals, il en concède quelques-uns quand même. Non. Alors, là, tu ris aussi parce qu'évidemment, il y a les 2 buts qu'il encaisse lors du match 2 de Boson tout à la fin et de Kaoun, ou dans des angles pas possibles où ça entre. Et puis, hier soir, on dirait que le but de Fuchs, très joli, Fuchs qui s'aménage assez d'espace en zone défensive de Langnau pour se faire un tir, pour s'octroyer un tir ouvert, on va dire. Ça lui passe quand même, il se fait un peu transpercer par ce but. Normalement, il doit pas l'encaisser. Tant mieux pour Fuchs, tant mieux pour Lausanne, parce que il faut aussi voir que finalement, c'est les Suisses qui, je sais pas si on peut dire, qui tiennent la baraque. J'ai l'impression que, et puis, alors d'une certaine manière aussi Kaoun, évidemment. On peut d'ailleurs plutôt parler des choses positives, parce que des fois on a tendance à parler des choses négatives d'abord et des choses positives ensuite. J'allais venir, je pense qu'on doit mettre en avant, et on peut décider de mettre en avant Théo Rochette, je pense, après le match de lundi contre Langnau. 3 buts et un retour à l'aile qui lui a fait du bien, je pense, même s'il n'a pas du tout été mauvais depuis le début des séries. Bien au contraire, mais voilà, il met ses 3 buts contre Langnau. C'est lui qui est évidemment le meilleur joueur de ce match. Moi, ce que j'aime bien, c'est que si on compare avec la saison dernière, un Théo Rochette, durant toute la finale contre Zurich, c'est 1 but, 0 passe décisive pendant les 7 matchs. Et si tu ajoutes à ça la demi-finale contre Fribourg, il met 2 buts, 0 passe décisive pendant la demi-finale contre Fribourg. Donc sur les 12 derniers matchs de la saison régulière, 12 derniers matchs des playoffs de Lausanne HC, malgré un temps de jeu tout à fait correct à toujours plus de 15 minutes, c'est 3 buts, 0 assist. Donc tu dis, ok, l'année passée, on a quand même vu certaines limites durant les séries pour ce joueur, et en même temps, tu me diras, faut que j'arrête avec ça, parce que tu me diras rien, toi. C'est moi qui dois dire. Non, on peut se dire, en même temps, il a 22 ans, sa première saison chez les adultes, c'est la première saison où il joue des séries contre des hommes. Évidemment que ça va être pas forcément évident pour lui de s'ajuster à ce niveau-là, ça s'est vu. Et c'est là une quand même des différences majeures cette saison, c'est qu'il a quand même pris du volume. Si Jeff Ward lui fait confiance pour le mettre au centre, alors après il est revenu en arrière certes, mais au moment d'envoyer Théo Rochette au centre d'une ligne sur un match de play-off, c'est quand même que dans son idée et dans sa vision des choses, Théo Rochette a franchi un palier, sinon jamais il l'aurait mis au centre d'une ligne avec les responsabilités défensives que ça implique. Je dis pas que les ailiers défendent pas, bien au contraire, mais lui, en le mettant au centre, tu sais pourquoi tu le mets à cet endroit-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi un gage de confiance de la part de Jeff Ward pour Théo Rochette. Et même s'il est repassé à l'aile derrière, mais c'est pas par rapport à son jeu, je pense que c'est juste par rapport à la stratégie adoptée par Jeff Ward et la volonté de remonter Ken Yeager dans sa deuxième ligne. Même s'il est reparti à l'aile, ça prouve quand même pour moi qu'il a franchi un palier cette année. Et puis il le fait jouer à 4 contre 5 aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a marqué son deuxième but, le 3-1. En Langnau est en supériorité numérique. Et il joue parfaitement le coup, couper une passe. Et puis, il a cette possibilité de potentiellement offrir le puck à un attaquant, mais il est un peu trop tenu par le défenseur de Langnau. Et il voit le trou.
et le shoot est parfait. En fait, il fait 2 shoots parfaits. Et ça, c'est sa qualité. C'est pas de la chance. Tu vois tellement que c'est pour ça qu'il est aussi bon. Alors, normalement, c'est censé être un créateur, aussi un passeur. Mais là, en ce moment, il sauve les meubles de Lausanne aussi en étant buteur. Et de se dire que, tiens, Oksanen, Suomela, Ria sont plus discrets, il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre le flambeau. Et ça, c'est ce qu'on a dit aussi tout au long de la saison de Lausanne, que le danger pouvait venir de tellement de joueurs à la fois, finalement. Et c'était peut-être aussi ça de la part de Ward, de se dire, mais moi, je peux mettre une 4e ligne. Tu l'avais mentionné avant. Une 4e ligne avec Jäger au centre, Prassel à l'aile et Ugly, c'était comme 4e ligne. Je pense qu'il y a 2-3 clubs à Joie. Ça pourrait quasiment être la première. Pour donner un exemple. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et maintenant, je me dis, bon, ok, alors ça, c'était l'idée de Ward au début de la série. Maintenant, si tu regardes la 4e ligne, et je sais que tu voulais en parler, la 4e ligne de ce match numéro 3 contre Langnau, c'est Holdener, Bougro, Prassel. Et tu te retrouves du coup avec justement tes joueurs, ton Ken Jäger qui est en qui est en 2e ligne, et un Bougro en centre de 4. Toi, ça t'a convaincu? J'aime bien l'implication, on va dire, l'énergie de ces joueurs-là. On va jamais douter de leur Holdener, de son... Il a une certaine intelligence de jeu aussi. C'est des joueurs plus petits. Hein. C'est clair que l'année passée, c'était Allemande. Cette année, c'est Bougro. Pas totalement la même expérience non plus. Et il faut composer. Allemande aussi était bon aux engagements. Il faut composer avec ça. Je trouve que c'est quand même une 4e ligne, rien que parce qu'il y a Prassel aussi, qui a quand même... Holdener, il a une finale derrière lui. Il y a juste Bougro qui... Prassel, il a un titre de champion de Suisse. Holdener a une finale de l'année passée. Il n'y a que Bougro, mais effectivement, tout d'un coup, c'est les playoffs. Et il faut que tu dois assurer le centre de 4e ligne. C'est pas en playoff, c'est pas tu vas jouer 2 minutes et demie. Alors, il n'a pas joué beaucoup. On est plutôt sur du quoi. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est qu'on est plutôt sur du 5 à 8 minutes pour cette 4e ligne, alors qu'on s'imaginait qu'elle pourrait peut-être, en étant utile, jouer une dizaine de minutes, ce qui serait un temps de glace honorable pour une 4e ligne qui permet de garder un petit peu frais tes hommes. Parce que moi, j'ai quand même trouvé que dans ce match, au bout d'un moment, et j'étais étonné parce que Lausanne avait pu... profiter quand même de pas mal de pauses aussi pour arriver frais. Il faisait pas jouer il faisait pas jouer ses défenseurs. Enfin, il y a quasiment personne à plus de 20 minutes chez les défenseurs. Les attaquants, c'était 17-18 minutes maximum pendant la saison. Mais là, je les ai trouvés fatigués en fin de match contre Langnau. Ouais, la 4e ligne, elle a peu joué. C'est aussi un peu le constat que j'avais fait. Et voilà, le constat, tu me diras, t'es allé voir les stats, quoi. Mais Holdener, 5 minutes 39. Bougro, il joue 4,40 ou 4,38 et Prassel 6,53. Et, par chance, tu me diras non, c'est sûrement par volonté de sa part, hein. Mais les temps de jeu des 3 autres lignes sont assez bien répartis, donc t'as pas non plus une première ligne qui a beaucoup trop joué. Ria, il joue 18 minutes, Suomela, il joue moins de 15. Et Oksanen, il est à 16, donc il n'y a rien à dire en fait. Le fait d'avoir 3 lignes qui jouent un temps de jeu relativement équilibré, il y a Théo Rochette qui est en dessus de 20 minutes parmi les attaquants, Jäger est à 22, mais si Jäger est à 22 minutes, c'est aussi parce qu'il y a eu 6 minutes 30 de box-play pour Ken Jäger. Donc les temps de jeu, il faut aussi un tout petit peu se méfier, puis je me réjouis justement, ça va être un point qui va être intéressant à observer sur le prochain match. Quand il n'y aura pas 11 pénalités mineures pour un club, quand il n'y aura pas toutes ces minutes de box-play, ça va forcément changer un petit peu la donne. Parce que durant ces 6 minutes 30, donc ça veut dire plus de 10% du match, ta 4e ligne, elle reste au bout du banc. Oui. Et donc, forcément, tu as tes individualités de box-play qui vont être sur la glace. Ça veut dire que ta première ligne, en l'état, même si des joueurs de première ligne ou des lignes on va dire offensives, Oksanen joue un petit peu de box-play, et Ria aussi d'ailleurs. Oui. Ces joueurs-là, après, si tu veux réenvoyer une fois ta première ligne normale, on va dire, dans des conditions de jeu normales, ça va renier un peu sur ta 4e ligne. Donc, c'est ce temps de jeu faible, il ne faut pas tirer une conclusion trop rapide. Ça va être intéressant de voir, justement, j'ai dit jeudi, je crois, de voir mercredi dans le match suivant,
Parce qu'en l'état, tu as besoin d'avoir une quatrième ligne qui joue, comme tu disais, je pense très justement, entre 8 et 10 minutes. Il n'y a pas besoin qu'elle joue 13, hein, mais entre 8 et 10, on va pouvoir t'apporter ça. Et 4,38 pour Bougro et 5 et des brouettes pour Eldener, bah, c'est largement pas assez. Et ça peut, sur le long terme, à court terme, il n'y aura pas de souci, mais sur le long terme, ça peut devenir un handicap. Donc je pense qu'il va aussi falloir gérer cet aspect-là. Et autre chose, le dernier point sur lequel je voudrais revenir pour Lausanne, peut-être toi tu en auras d'autres bien sûr, et je sais que tu veux aussi en parler, c'est Michael Raffel qu'on a trouvé extraordinaire lors des derniers playoffs, qui était presque la figure centrale du Lausanne HC qui est allé en finale et qui est presque allé au titre. J'ai l'impression que depuis le début des playoffs, c'est un peu compliqué, mais même de cette saison finalement, elle est assez compliquée pour lui. Et comment lui jeter la pierre en fait, parce que c'est un joueur qui a 36-37 ans, il est de 88, donc il va sur ses 37 ans, il a 36 actuellement. Il a manqué beaucoup de matchs. Quand il est revenu, il a été solide offensivement, il a beaucoup apporté. Mais quel est son état physique actuel? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il a encore besoin d'un petit peu de temps pour revenir à niveau? Peut-être. Mais en même temps, est-ce que le Michael Raffel qu'on a maintenant, c'est pas celui qu'on aura jusqu'à la fin de la saison? Et du coup, ça pose certaines questions le concernant. Est-ce que tu dois le faire jouer tous les matchs? Est-ce que tu dois le garder pour certaines batailles? On va dire à la maison, tu pars du principe que peut-être tu as un petit peu moins besoin d'aller poncer dans les bandes et puis que tu peux lui donner une soirée off. Par contre, à l'extérieur, il va être plus utile. Je ne sais pas, mais je me pose des questions depuis le début de cette série le concernant. La bonne nouvelle, c'est que Lausanne a des atouts, des autres atouts qui sont en tribune. Je pense notamment à Payuniemi. Perrini, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, Payuniemi pourrait tout à fait le remplacer. Aussi, déjà numériquement, mais aussi dans un style, même si c'est pas le même genre de joueur, mais ça reste quand même un joueur physique. On l'avait dit durant toute la saison que Payuniemi, il fallait pas le juger sur la saison, mais le moment des playoffs, il a eu cette petite blessure en fin de saison régulière. Donc, dans quel état il est lui aujourd'hui? Moi, on me dit que c'est OK, donc il est en santé, ou du moins, en tout cas, il est annoncé sur numéraire. Et quand on m'a parlé de sa blessure, on m'a dit non, mais on est premier, quoi, donc ça va aller, on le laisse tranquillement se remettre. C'est pas les termes qui ont été utilisés, mais c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Donc, on pourrait avoir un Payet qui rentre. Est-ce que c'est à la place d'un Michael Raffel? Bah, à l'heure actuelle, même si, à part ça, Oksanen Suomela mais ça devient... Justement, on parlait de stabilité. C'est pas le moment de changer des lignes qui ont été... une ligne qui a été la même pendant 52 matchs, à peu de choses près. Donc... mais par contre, Kaoun, il prouve aussi que finalement cette ligne avec Rochette et Fuchs, même si sur le papier, honnêtement, pas une question de qualité, je me dis c'est 3 joueurs super, mais si tu me dis, tu trouves pas que c'est 3 joueurs qui se ressemblent un peu, je te dis ouais, il manque. Alors c'est peut-être une fausse interprétation de ma part qui montre mon âge, c'est d'avoir une sorte de ligne où tu as un joueur qui est un peu physique. Et que ce soit Oksanen sur la première, que ce soit Boson ou Raffel sur la deuxième, ou peu importe, sur une ligne, et que tu te retrouves avec Rochette et Fuchs en ailier, puis tu te dis s'il faut aller, pour reprendre ton expression, poncer dans les bandes, c'est pas tellement les caractéristiques, ils peuvent sans doute aller le faire, mais disons que c'est pas là où ils seront le meilleur. Et je me dis, j'ai un peu de peine, est-ce qu'il faudrait pas mettre un Prassol peut-être sur cette ligne-là pour avoir de nouveau un gars qui fait un peu ce travail obscur et puis qui laisse briller les artistes. Maintenant, voilà, ça fait de nouveau changer plein de choses, mais ouais. Payuniemi, effectivement, moi, Raffel, j'ai l'impression qu'il a envie. C'est jamais une question de motivation, mais que c'est aussi son corps. À un moment, les blessures à répétition, tu vas récupérer moins vite à ce moment-là, il essaye et il amène peut-être quelque chose tellement d'important dans le vestiaire, sur la glace quand il est là, que Watt se dit non, ça c'est mon prolongement, je le veux sur la glace de toute façon, même s'il avance pas, il est là sur le banc parce que il va motiver tout le monde. C'est possible. Et puis il y a que 3 matchs qui ont été joués et peut-être que dans 2 semaines on refait un épisode et puis on est là, oh mais qu'est-ce qu'il est fort, puis on aura déjà oublié les bêtises qu'on dit maintenant. Les bêtises, je sais pas, mais c'est sûr que c'est un moment, c'est la photographie d'un moment clairement, et en play-off on sait très bien, et c'est aussi pour ça qu'on multiplie les épisodes, c'est qu'il y a plein de petites choses à mettre en avant et à peut-être analyser, voire suranalyser, c'est le but du jeu aussi de temps en temps. On peut moins
se focaliser sur le PDO qui dit ouais mais dans 10 matchs tu verras Lausanne va être meilleur ou Fribourg va être moins bon ou attends non en fait là en une semaine tu peux être en vacances donc c'est sûr que c'est l'aspect big picture on va dire passe complètement au second plan mais c'est là où c'est intéressant justement. Je sais pas dans les points que toi tu voulais soulever, on a fait le tour du Lausanne HC Oui, déjà. moi je pense tout bon. Parfait. Donc pour les fans du Lausanne HC, on va revenir en fin de semaine probablement. On n'a encore pas vraiment synchronisé nos agendas, on va dire ça comme ça. Mais il y a d'assez bonnes chances que jeudi soir, donc après le match numéro 4 à Langnau, on revienne avec un épisode sur le Lausanne HC et le HC Ajoie, du coup, vu que c'est les deux clubs qui jouent le même soir. Et vendredi, on reviendra avec Fribourg-Gotteron, mais ça, on en parlera à un autre moment. On part sur le play-out entre l'Ajoie et Lugano et de manière assez surprenante. Je ne pense pas qu'on aurait parié sur un 2-0 dans la série pour Ajoie après ces 2 premiers matchs. Mais pourtant, c'est bien le cas. Et à Lugano, je crois que tu l'as écrit, ça ressemble à une crise, ça a le goût, l'odeur. Donc bon, c'est une crise. Et on est en plein dedans. Mais on va, effectivement, avant de parler de la crise luganaise, félicitations à Ajoie qui joue son rôle d'empêcheur de monter en rond, non, je sais pas comment dire, mais qui fait tout juste finalement, avec les moyens du bord, avec la pression qu'il y a sur Lugano, qui doit se dire mais c'est pas possible, on est 13e déjà, mon Dieu, quelle horreur, on a un nouveau directeur sportif, on a plein de choses qui se passent, on n'a pas de gardien, mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour nous? Et puis Ajoie joue parfaitement le coup. Et honnêtement, autant le premier match à Lugano, c'était... Il y a une partie de... Je ne sais pas si c'est de chance, mais d'opportunisme. Sur ce deuxième match, il me semble que Ajoie fait clairement le job, quoi. Complètement. Si tu regardes, encore une fois, c'est quand même toujours une première base, mais si tu regardes les statistiques, tu es à 70% de, victoire, de probabilité de victoire pour Ajoie et une trentaine de pourcents pour Lugano, à toute situation confondue. Et à 5 contre 5, Ajoie a plus produit de jeu que Lugano. C'est 2,43 expected goal à 1,21, près du double, plus du double d'ailleurs, pour le HCA. Il y a eu cette furia dans le dernier tiers qui a commencé par un 5 contre 3, ça aide, mais en même temps, le 5 contre 3 a duré 3 secondes parce qu'ils ont marqué. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont joué des heures à 5 contre 3, mais pendant 2 tiers temps, Ajoie a certes été mené au score sur un but de Fazzini, mais dans le jeu, Ajoie était, si ce n'est la meilleure équipe, en tout cas au niveau, enfin parfaitement à niveau par rapport à ce HC Lugano. Et à un moment, tu as une équipe qui est là pour gagner, puis tu as une équipe qui est là pour ne pas perdre. Mais moi, j'étais intéressé avant ce match, et je le disais à mes voisins, c'est la première fois qu'Ajoie joue à quelque chose à perdre ce soir. Pour la première fois depuis septembre. Parce qu'en septembre, on savait très bien, Ajoie allait être 14e ou 13e. Les rêveurs, peut-être qu'on en a fait partie, se sont dit « Ah, mais on ne sait jamais, 12, c'est possible. » Mais assez vite, on s'est rendu compte que non. Donc après, tu sais, Ajoie va jouer le play-out. Bon, pas de problème, ça fait des mois donc qu'ils s'y préparent. Le match à Lugano, tu n'as rien à perdre. Tu vas là-bas, tu dis, bon, si on se ramène une valise dans la soute à bagages, c'est pas grave. Par contre, si on gagne, c'est super. Puis là, ils l'ont fait, et tout à coup, tu as l'avantage de la glace, et là, tu as quelque chose à perdre. Et malgré ça, moi, j'ai trouvé Ajoie très, très, très solide, en fait. Et c'est tout ça. Alors, moi, ce qui m'épate encore plus, c'est sans Turkulainen, bon, ça on le sait depuis quelques semaines maintenant, mais sans Nettinen, qui sont des incroyables scoreurs, et on aurait pu imaginer que, oulala, sans leurs deux, on va dire leurs 2 meilleurs attaquants, hein, et les plus productifs de ce championnat, parmi les plus productifs du championnat, où ça va être dur, qui va marquer les goals, non, ils arrivent. Alors il y a Marco Maurer qui marque des goals. Ça, c'est un peu dans le bingo. Même lui n'était pas sûr. Dans le bingo, je pense qu'il n'était pas parmi les trucs les plus probables. Et puis, du côté luganais, ce qui est hallucinant, t'as Fazzini qui marque, mais à Ajoie, qui m'épate, mais je pense qu'il épate un peu tout le monde, hein, c'est TJ Brennan qui, quand tu fais appel à lui, te montre qu'il a un sacré pétard, et puis que finalement,
de pas avoir Nettinen, mais d'avoir 2 défenseurs étrangers, si en plus ils arrivent à être bons et buteurs, les buts de Nettinen sont remplacés par les buts de Brennan, bon bah c'est bon, hein, finalement tu perds rien entre guillemets. Ouais, moi je voulais mettre en avant 2 joueurs. Un, Anthony Onka, tu me diras, on l'a déjà dit que qu'il était vraiment hyper fort, mais là sur ces matchs contre Lugano, je trouvais qu'il a encore fait un pas vers l'avant. Il est brillant ce joueur. Il a une facilité avec le puck à amener le danger en zone offensive, à sortir proprement, à porter le puck quand il faut, à lâcher le puck quand il faut, à toujours jouer juste. Et, là, ce match contre Lugano, le match numéro 2, j'ai trouvé que c'était un récital de sa part. Je suis sorti limite époustouflé tellement je l'ai trouvé bon. Il était toujours juste. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, il était moins en lumière dans le sens où on l'a peut-être un peu moins vu, mais on l'a aussi pas mal critiqué cette saison, mais c'est Oula Palvé. Alors oui, il finit à une fiche 0 but, 0 assist, rien. Mais qu'est-ce qu'il a du jeu aussi? Qu'est-ce qu'il a du hockey dans les pattes aussi, lui? Les petites passes toujours dans le bon timing, l'intelligence aux zones offensives pour gratter du temps de jeu, pour faire travailler la défense adverse. Moi, je trouve il a également fait un excellent match pour ce numéro 2. Et même le 1, je l'ai un petit peu moins vu à Lugano, parce qu'il était plus loin de la glace. Parce qu'à Ajoie, alors il faut dire qu'à Ajoie, la tribune de presse est extraordinaire. Tu peux juste te prendre un puck de temps en temps. Alors, je n'ai pas découvert ça hier, hein, j'y suis allé bien quelques fois. Tu peux juste te prendre un puck de temps en temps, mais si ça n'arrive pas, alors c'est une des meilleures places de la Ligue, hein, parce qu'on est en dessus de la glace, c'est magnifique. Et donc, peut-être c'est pour ça que je l'ai plus vu travailler en zone offensive qu'à Lugano, où on est un peu loin. Mais toujours est-il que là, on voit comment c'est un joueur qui a pu marquer plus de 60 points en 60 matchs en première division finlandaise. C'est un attaquant qui a 35 points en Suède là, en saison 2021-2022. 35 points en Suède, c'est de loin pas anodin. Mm-hmm. Et là, tu vois, c'est un joueur qui a du hockey et puis qui est capable d'aider son équipe, même si cette saison, ça a été vraiment compliqué. Ben là, sur les 2 premiers matchs de ce barrage, de ce play-out, je l'ai également trouvé très, très bon. Et un troisième joueur que j'aimerais mettre en avant, c'est Benjamin Comte. J'allais On se dire posait quoi. aussi la question. C'était une des interrogations avant cette série, c'est de se dire, Tchatcho, Comte, ouais, les deux, ils sont un peu moyens, on va dire, surtout sur la fin de saison. Mais je peux aussi le comprendre que ça peut devenir un peu pénible à certains moments les casquettes à répétition ou les matchs difficiles. Après contre, ça a sorti 1 ou 2 gros matchs quand même sur la fin de saison. Mais là, voilà, il prend 48 shoots à Lugano, 3 buts encaissés, 94% d'arrêt en 75 minutes de jeu. Il prend 26 shoots à la maison, 25 arrêts, 96% d'arrêt. Ouais, c'est vraiment solide. Et oui, Ajo a été bon dans le jeu et a dominé Lugano, mais quand ça fait les arrêts nécessaires au moment où Lugano poussait, je pense que c'est aussi l'une des pierres sur lesquelles a pu construire Greg Ireland. Greg Ireland d'ailleurs qui a été prolongé, qui a prolongé son contrat de 2 saisons. Donc normalement il y aura une belle continuité du côté de Porrentruy. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est en regardant les temps de jeu, il donne de la glace à tout le monde. Hein. Même la quatrième ligne, même des Rundqvist, des gars comme ça, ils jouent et ils amènent quelque chose. Donc peut-être que, en parlant de fraîcheur, Ajoie n'est pas trop dépendant de ses attaquants étrangers. Même si effectivement, De Vos, Sazen, on sait, vont jouer, Belmar aussi, bah, c'est normal. Tu vas les faire jouer plus de 20 minutes, surtout s'il y a des powerplays. Mais je trouve que, quand même, on parlait de Lausanne avant en disant 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Il me semble que c'est un peu mieux réparti du côté d'Ajoie, finalement. Ouais, absolument. Même un Ezen sur le match d'hier, alors c'est plus facile. J'aurais aussi dit comme toi qu'il avait un poil plus, mais il était vers 16 minutes de jeu, donc c'est tout à fait sous contrôle. De Vos et Belmar, tu les as bien identifiés, ils sont à plus de 20, effectivement. Mais globalement, les temps de jeu sont bien répartis et effectivement, le plan mis en place par Greg Ireland, il est en train de parfaitement fonctionner. On a une équipe de Lugano à l'inverse qui est en train de parfaitement dysfonctionner actuellement. Premier match, ils mettent Schlegel devant le filet. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Est-ce qu'il a été bon? Je ne le dirais pas non plus, on est bien d'accord. Mais de là à le sortir du but pour le match numéro 2, je ne suis pas complètement convaincu non plus de ce choix. En même temps, Lugano n'a pas de gardien. Entre Schlegel qui a 89,7 et Ouska qui a 89,9 sur la saison,
c'est compliqué, mais dans ce cas-là, avec 2 gardiens moyens, est-ce que tu ne mets pas plutôt ton joueur suisse pour pouvoir avoir Michael Joly sur la glace à la place de pas Michael Joly, vu que tu fais jouer Adam Ouska? euh, J'avais fait une blague sur le Lindbeck, le gardien de Davos, qui était le nom de la passoire suédoise chez Ikea. Adam Ouska, on n'en est pas bien loin, à part ça aussi. Et là, sur le 2-1, le game-winning goal d'Ajoie, il paraît vraiment pas bien. Et à la fin du match, je voulais poser la question à Ove Krupp pourquoi. Et Ove Krupp qui n'était pas à disposition des médias, les joueurs de Lugano qui n'étaient pas à disposition des médias, personne n'est sorti à l'interview. Selon les règlements de la Ligue, alors on veut pas faire trop les procéduriers, mais selon les règlements de la Ligue, les entraîneurs et les joueurs choisis par les médias doivent être à disposition. Alors on a certaines libertés dans certains clubs concernant l'aspect joueur choisi, mais les joueurs sortent. Là, c'était pas le cas. Et en fait, si tu veux, il y a donc Yannick Steinmann, directeur sportif, présent depuis environ une semaine, donc il n'a encore pas fini sa période d'essai. Il se retrouve seul. Il n'y a pas de période d'essai, je me doute bien, mais Ouais. il se retrouve seul à faire face aux médias. Et les médias tessinois, ils sont nombreux. Il y a certains clubs, quand on va, il n'y a personne. Je pense à Rapperswil notamment. Je pense qu'il y a Yannick Steinmann, il faudra qu'il se mouille un peu la nuque. Parce que Rapperswil, il y a peu de couverture médiatique. Maintenant, il va arriver au Tessin, ça va être autre chose. Et il se retrouve seul à se jeter lui-même en pâture devant les médias en disant « Ah non, mais je dois être là avec mon équipe. Les joueurs, il faut qu'ils se relaxent. Ils ont un match important mercredi. » Déjà, qu'ils se relaxent, j'ai pas l'impression que de venir faire 3 phrases aux médias, c'est si demandant. Et en même temps, si c'est le cas, en même temps, vous êtes payés pour, les gars. C'est vous qui vous êtes foutus dans la merde. C'est pas Yannick Steinmann. Steinmann, il vient à peine de débarquer dans une maison en feu pour lui tendre un extincteur. Le pauvre, honnêtement, le pauvre. Et il se retrouve là, tout seul, à devoir faire des phrases, à se faire questionner de manière fort légitime sur les choix, sur la direction du club, etc. Et puis, il peut rien dire, le pauvre. Et donc, à la question de pourquoi Ouska, la réponse, c'est une décision du coach. Du coup, je dis, alors le coach, il faut qu'il vienne parler. Non. Bon, alors, on ne saura jamais pourquoi ils ont pris cette décision. Il y a des problèmes aussi de communication par rapport à Dominique Niffler. Il y a eu un début d'incendie aussi. Donc, Niffler qui est venu jouer 3 matchs, qui est reparti. Mais Steinmann dit qu'il est toujours là, alors que le service de communication a dit qu'il était parti. Honnêtement, à Lugano, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Il y a juste la lumière à la Resega à la limite, mais à part ça, il n'y a plus rien qui va à Lugano. Et c'est assez triste à voir, honnêtement, de l'extérieur. Mais, si tu comprends quelque chose à Lugano, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais c'est hallucinant de voir, parce que normalement il y avait Joran van Pottelberg et on en parlait sur le plateau des pécalistes. Roland Gué mettait en avant le rôle des gardiens. Il posait la question à Luc Tardif, le président de l'IHF, en disant à quel point le poste était important. Et quand il a dit ça, ça m'a fait penser de me dire, mais tiens, c'est vrai que depuis que Merzlikins est parti, à Lugano, c'est quand même compliqué de trouver un portier où tu peux te dire, tu peux t'appuyer sur quelque chose. Donc, alors, de nouveau, aucune information, mais si je suis Lugano, puis que, admettons qu'un Connor Hughes est disponible, est-ce que je fais pas un pont d'or, parce que c'est pas l'argent est rarement le problème, en disant il nous faut quelqu'un qui est un peu solide. Si en plus il a le passeport suisse, c'est tant mieux. Parce que j'essaye de trouver un autre gardien disponible potentiellement facilement. Suisse, il n'y a pas trop. Donc, soit il faut partir avec un étranger, mais est-ce que ce serait une solution d'essayer de faire revenir Connor Hughes en Suisse et puis de poser les bifetons, quoi? Non, je pense pas que ça va être la solution. Par contre, déjà, parce que tu as Van Pottelberg en 2027 sous contrat, je l'ai dit jusqu'en 2026. J'ai un petit peu de peine à imaginer ça. Si vraiment, tu me diras, un contrat, ça peut toujours se placer, c'est jamais un souci. Si vraiment, tu peux aller chercher un Akira Schmidt, peut-être à un moment, et j'ai aucune info là non plus, je pense que Hughes va pas venir à Lugano. Par contre, Akira Schmidt pourrait peut-être avoir envie de revenir en Suisse un jour, mais il est encore sous contrat en Amérique du Nord. Mais là aussi, si tu lui donnes un long contrat, est-ce qu'il va se dire, ouais, la HL, j'ai donné. C'est possible, mais sinon, comme tu l'as dit, défenseur étranger, gardien étranger du côté de Lugano, parce qu'il n'y a pas vraiment sur le marché suisse de bonne solution, je pense, pour l'instant. Mais toujours est-il que il y a pas mal de chantiers. En même temps, quand Steinmann signe à Lugano, il sait qu'il n'est pas en train d'arriver au Real Madrid, qui vient de gagner 3 Ligues des Champions de suite. Il sait que c'est un peu compliqué, que c'est une équipe qui va pas très bien, qui a beaucoup de choses à refaire, que
les choix de ces dernières années vont quand même hanter un petit peu la Corner Arena pour les prochains temps. Il y a des étrangers qui sont en fin de contrat qu'il va falloir remplacer. Il y a Zohorna qui avait signé pour une année, qui est en fin de contrat. Il y a Daniel Carr qui est en fin de contrat. Arcobello en fin de contrat. Donc, il y a une marge de manœuvre pour lui. Mais il y a aussi un chantier qui est gigantesque. Et moi, ouais, je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire en termes de gestion du personnel en termes de communication. Parce que quand on lui pose la question, et c'est le journaliste de Télé Ticino qui dit mais est-ce qu'on peut dire que c'est la panique? Ah non, non, pas du tout. C'est juste, il y a un gros enjeu. Moi, je suis désolé, mais quand on voit ce qui se passe juste de l'extérieur, sans avoir d'infos internes, juste de lire les body language et de lire la situation, mais bien sûr que c'est la panique. Et en même temps, moi, je le comprends. Ce serait plutôt que. Moi, à la place de Alex Selman, je sais pas, tu dis plutôt, mais j'espère que les joueurs sont en train de paniquer. On vient de perdre 3-1 à Agen, on est mené 2-0 dans le play-out. S'ils sont pas en train de paniquer dans le vestiaire actuellement, c'est qu'on a un gros problème. Ouais, c'est pas à Agen, non, on a un gros match mercredi. Non, mais non, c'est vraiment la panique et tu as intérêt d'en avoir conscience. Complètement. Et je me disais aussi, bah alors, tu regardes le championnat de Swiss League. Pour l'instant, Bâle mène 1-0 devant Viège, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les deux représentants du play-out, parce que on rappelle qu'il n'y a que Viège qui potentiellement pourrait faire un barrage, parce que c'est les seuls qui ont fait la demande et qui a été validée pour potentiellement monter en National League. Après, t'imagines maintenant, alors, admettons, hein, on se projette un peu, Ajoie gagne et reste en National League. Viège arrive à retourner le truc et à battre Bâle, et on se retrouve avec un Lugano-Viège, et Lugano n'a le droit de jouer qu'avec 4 étrangers. Donc ils peuvent même plus mettre Adamouska éventuellement. Enfin, si, ils peuvent, hein, mais après ça veut dire qu'ils n'ont plus que 3 étrangers sur la glace dans le jeu. Et pourtant, après, encore une fois, hein, Fazzini, Turcauf, Alatalo, Muller, les deux Muller même. Enfin, c'est incroyable. Enfin, et puis, même les jeunes, les Verboon, les Canonica et tout, c'est hallucinant de s'imaginer qu'en l'état, potentiellement, on pourrait avoir Lugano-Viège en barrage. Ça m'hallucine. Ouais. Et un Lugano qui se retrouve dans le jus face quasiment au Hall of Fame de Lugano sur le banc adverse entre Petteri Noumelin et Julien Vauclair dans les tribunes. Et on avait parlé justement avec Julien Vauclair à la fin du match en disant mais c'est quand même particulier, c'est comme situation. Pour toi, il n'y a pas un petit côté ironique, puis il dit mais je trouve pas ça drôle en fait de voir Lugano comme ça, quoi. Il était même forcément, il pense à son club et je pense que Noumelin la même chose. Ils sont là, ils ont une mission à faire, mais c'est vrai que c'est un club qui est tellement mal géré, qui est tellement dans l'émotion tout le temps. Et là, on vient de le voir de nouveau. On le voit lundi soir à Ajoie, pour rentrer. C'est tout le temps dans l'émotion. Non, viens, laisse tes joueurs aller à l'interview, laisse ton coach venir parler et montre pas que c'est la crise, en fait. Ouais. Moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là-bas. Après, on est très négatif sur Lugano et a raison. Ils ont fini 13e, ils sont menés 2-0 contre Ajoie. Si on n'est pas là, on l'est jamais. Après, voilà, il n'y a qu'un match à aller gagner à Ajoie et faire job à la maison et tu peux encore t'en sortir. Et peut-être que dans une semaine, on dira bon, Lugano s'en est quand même sorti par les poils. Ouf, ils peuvent commencer à retravailler un peu sereinement. Mais en l'état, et finalement, encore une fois, je ne jette pas la pierre à Yannick Steinman qui débarque vraiment dans une maison en feu actuellement. Là, ça me fait penser à ce même avec le chien This is fine, quoi. C'est la maison en feu et il dit que tout va bien. Bah non, tout va pas bien. Mercredi soir, ça va être tendu du côté de la Resega ou la Conner Arena. Bon, je pense pas qu'on a trop d'écoute au niveau de Lugano sur cet épisode, donc le fait de dire Resega, on va pas m'en vouloir. Non. Mercredi, ça va être le feu à la Resega ou à la Conner Arena. Et là, j'espère que les joueurs de Lugano auront bien plus relaxé vu qu'ils sont pas venus aux interviews lundi soir. J'ai une dernière petite question. J'aurais peut-être dû la poser avant quand on parlait des gars de... J'ai juste mentionné Connor Hughes, toi t'as enchaîné avec Akira Schmidt. Ça me fait penser que est-ce qu'on imagine possible que Philippe Kourachev rentre en Suisse? Est-ce que pour toi Bern sonne comme une évidence, par exemple pour un joueur, si Kourachev devait revenir en Suisse? Tout ce qu'on a lu, ce serait ça. Hein.
tous les signaux pointent dans la direction de Berne. Ça semble aussi finalement assez logique. C'est son club de junior, c'est là qu'il a fait sa formation. Il vient de la région bernoise. En même temps, et tu connais mieux la NHL que moi, un joueur qui, lors de la saison 23-24, met 54 points en 75 matchs, dont 18 buts. Alors tu me diras, oui, Connor Bedard, je pense que c'est plus facile de marquer 54 points avec Connor Bedard que 100. D'ailleurs, on le voit cette saison d'ailleurs. Mais il n'y a pas un autre club dans la NHL qui va se dire, surtout avec le nombre d'équipes actuelles, il y a quand même plus de places de travail qu'il y a 5 ans, on va dire. Tout à fait. Il n'y a pas une équipe qui va dire, ah, mais lui, quand même, international suisse lors du dernier championnat du monde, médaille d'argent, ça fait chez les prospects, il y a la médaille, ça fait joli. Je ne pars pas du principe qu'ils sont recrutés comme ça. Hein. Mais parce qu'en plus, si tu te rappelles le dernier mondial, Kourachev, il a quand même vu sa fame baisser à mesure que le tournoi a avancé. Hein. Exact. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui semble avoir un certain potentiel toujours. Il a que 25 ans. Donc, j'ai tendance à me dire que c'est un risque que certains clubs pourraient prendre. Là, on est dans un cas où c'est pas un joueur qui vient de gagner 80 000 francs en AHL les 5 dernières saisons. Quoi. On se retrouve avec un joueur qui a signé un contrat à plus de 2 millions du côté de Chicago. Il a plus de 7 millions en carrière, donc l'argent, c'est pas un souci. S'il faut signer un contrat minimum quelque part pour se redonner une chance, si c'est ce qu'il a envie, il va le faire. Il n'a pas besoin d'un pont d'or, comme tu disais avant, pour Lugano et Connor Hughes, comme tu l'évoquais. Le pont d'or suisse, quand tu as plus de 7 millions en banque depuis le début de ta carrière et que tu as 25 ans, ouais, c'est pas l'idée, disons. Donc, on va en rester à qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire. Et moi, je pense qu'il y a une chance, il peut retrouver là-bas. Non. Absolument. Et donc voilà, on est au terme de cet épisode numéro 27 de Cold Facts, le deuxième de la semaine. Ça enchaîne, on est en train de patiner à toute vitesse vers les 300 épisodes. Hein, mine de rien, ça avance beaucoup. On arrive peut-être juste pas à 300 pour la fin de saison, on verra. Peut-être avec le championnat du monde. Ouais, peut-être avec le mondial, on ne sait pas. D'ici le prochain épisode qui aura lieu en fin de semaine, comme je disais, dans la partie lausannoise, on n'a encore pas totalement calé nos agendas, mais on va revenir de toute façon parce qu'il y a des matchs tous les jours, donc il y a des choses à dire plus ou moins tous les jours. Suivez nos réseaux sociaux, c'est quand même là où c'est le plus simple de suivre à quel moment on sera présent. Posez-nous des questions si vous en avez, faites-nous des observations. J'ai de temps en temps des messages sur Instagram de certaines personnes, je les vois, mais je suis une catastrophe pour répondre de temps en temps, donc j'oublie de le faire, donc faut pas m'en vouloir, je fais de mon mieux. Qu'ils envoient sur l'Instagram de Cold Facts. Voilà, comme ça, Jean-Fred répond bien. Non, on est tout à fait joignable. On lit vos questions, on les garde de côté pour celles qui sont plus intemporelles. On y répond souvent dans l'épisode, même si vous n'êtes pas toujours nommé. C'est souvent des thématiques qu'on a envie de traiter. Donc, merci beaucoup. C'est très intéressant de vous lire. Et d'ici le prochain épisode, bonne suite de playoffs et portez-vous bien. À bientôt.